je me suis rendu compte à 90-95% que tout le monde souffrait de la même chose. C'est la mental shift. C'est une rumination de la pensée. C'est un mental qui est surpuissant, incessant, indomptable. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, je pourrais dire même à votre spiritualité ce matin. Nous allons cogiter avec mon invité qui s'appelle Mondir Zniber. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes multi-entrepreneur, dirigeant principalement d'entreprises éco-responsables qui font la promotion d'énergie renouvelable en Afrique. Vous avez choisi un nom, Gaïa Énergie, pour votre groupe d'entreprises. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi Gaïa ? En fait, j'ai voulu faire honneur au nom qu'on donne à l'esprit de la Terre dans plusieurs langues qu'on retrouve d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord jusqu'en Inde, en passant par la Grèce, la déesse Gaïa. Donc Gaïa, ça veut dire esprit de la Terre. Donc Gaïa Énergie, les énergies de la Terre. Mais autour de tout ça, il y a une philosophie. Tout à fait, il y a une philosophie, il y a un message et il y a surtout, on va dire, un honneur que je fais en nommant mon entreprise au nom de Gaïa, aussi une posture d'humilité par rapport à notre position sur Terre et ce qu'on fait de cette énergie-là et comment on la produit. Vous êtes également musicien, poète, chanteur, auteur et compositeur, sonothérapeute. Vous êtes un artiste depuis votre plus jeune âge et vous dites que les plus belles mélodies que vous avez jouées, vous ne les avez jamais retrouvées. Pourquoi ne pas les avoir captées ? Parce qu'en fait, c'est toujours des moments improbables où l'inspiration arrive et c'est des moments qu'on n'attend pas et on se retrouve dans des mélodies qu'on n'a jamais imaginées, des mots, des poèmes qui sortent d'eux-mêmes, qui vous traversent. Et ces moments, on n'a jamais l'idée de s'enregistrer. Et du coup, ce sont ce que j'appelle des moments de grâce, des moments de création, de créativité. Et j'ai jamais essayé de les retenir aussi parce que leur beauté, c'est aussi leur côté éphémère. Oui, mais ça passe, quoi, enfin, finalement. Ça passe, oui. C'est un one-shot. C'est un one-shot, exactement. C'est le moment. Hein. C'est dans le moment que ça se passe. Et je trouve que en tout cas, en tant que musicien, c'est les plus beaux moments de musique. Vous êtes également conférencier, enseignant spirituel. Vous affichez, écrivez-vous, un taux de réussite remarquable. 99% des débutants en méditation réussissent à méditer avec succès dès leur première tentative. Exactement. J'ai mené des statistiques. Donc après, j'ai presque eu 10-12 000 personnes qui ont participé à mes stages ou mes conférences. Et la problématique générale est toujours la même, c'est que les participants ou les élèves n'ont jamais réussi à méditer auparavant. Ils ont essayé diverses méthodes, diverses techniques, et il y a toujours cette problématique du mental qui s'arrête jamais. Et du coup, j'ai développé, on va dire, une approche qui permet à des personnes non expérimentées de goûter, ne serait-ce qu'un petit moment, à ce moment de grâce, ce moment de vacuité, où le mental tout simplement s'apaise, et le corps se calme, l'esprit, on va dire, aussi se repose, et il goûte un peu à cette sensation de vie, et puis surtout de retour à soi-même, parce que dès que le mental s'arrête, on découvre d'autres couches de soi. Vous aimez inventer des mots, hein. On va parler d'un mot que vous avez inventé ce matin, la mentalgie. Nous souffrons quasiment tous à des degrés divers. Oui. Mais vous êtes là pour nous parler de votre premier livre, ça s'appelle Le Chemin, chez Guy Trédaniel, un livre de questions et de réponses issus d'ateliers que vous animez. Exactement. Ce n'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin. C'est une citation qu'on attribue à Lao Tzu. Et de quel chemin vous parlez ? Je parle du chemin de chacun. Je m'adresse aux auditeurs, je m'adresse aux lecteurs, et je parle de leur chemin de vie, leur chemin de quête, leur chemin vers eux-mêmes. Et quelque part, on suit tous ce chemin intérieur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on en ait conscience ou pas, on est tous sur ce chemin-là. Et donc, j'apporte des clés de questionnement, des clés sur certaines réponses qui se posent plus ou moins sur le chemin de chacun. Et c'est des éclaircissements, des analyses. Et puis surtout, j'apporte une touche un peu décontractée, un peu plus moderne à des questions existentielles qui souvent sont plutôt, on va dire, l'apanage des religions ou voilà, de certains mouvements beaucoup plus conservateurs qui ne veulent pas mettre à jour en fait, leur logiciel. Oui. Mais c'est peut-être parce que vous mettez votre logiciel à jour que les conservateurs vont pas aimer ça. Oui, sûrement. Il y en a que ça irrite.
Après, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est juste... Moi, je dis tout le temps, j'apporte juste un peu de recul. On peut ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, moi-même, souvent, je reviens sur on va dire, des idées que j'ai eues ou des intuitions que j'ai eues. C'est le principe même de la quête, du chemin. C'est de se remettre en question en permanence. Mais j'apporte juste un peu de recul. C'est un peu de recul. On voit le monde différemment. On voit d'autres couches, d'autres, on va dire, spectres qu'on ne voyait pas. Et ça nous permet justement d'ouvrir son champ de conscience. Parce que souvent, notre champ de conscience est étriqué et on n'accepte pas de l'ouvrir un peu plus. Et dès qu'on l'ouvre, on se rend compte que le monde est différent et ça aide beaucoup sur notre chemin. Ce que vous appelez le chemin de la pleine conscience. Déjà, rien que sur la conscience, on pourrait faire quelques années d'émissions. Ah oui, complètement. Un siècle d'émissions. Sur ce que c'est que la conscience. Depuis quand cette question du chemin est-elle au cœur de votre existence ? Comme je l'ai écrit dans le livre, je ne détaille pas trop, mais j'ai eu la chance d'avoir une ouverture de mon champ de conscience très jeune, à 6-7 ans, une expérience spirituelle assez intense qui m'a vraiment marqué. Et depuis, elle a été au centre de ma vie. Donc j'ai commencé... C'était quoi cette expérience? C'était une forme d'expérience méditative, de transe, où j'étais dans un exercice. J'ai eu on va dire, le privilège de grandir dans une famille qui était dans ce genre de, on va dire, de mouvement déjà Soufi. À la base. Voilà, j'étais dans... Voilà, vous avez deviné. Non, mais attendez, c'est pas compliqué. Non, c'est pas que c'est pas compliqué, mais d'où vous venez, on peut quand même s'imaginer que vous avez baigné dans le soufisme. J'ai baigné dans le soufisme. Et votre livre est quand même imprégné de soufisme. Bon. Donc j'ai grandi dans le soufisme et donc j'étais amené à participer à des veillées, ce qu'on appelle des veillées mystiques, soufis. Et donc, rapidement, j'ai été entraîné, j'ai goûté à ma première expérience, on va dire, intense. Alors, je ne sais plus si c'était 6 ou 7 ans, mais c'était vers cet âge-là. Et donc, je me suis mis debout un moment et la transe m'a envahi. J'étais envahi par une sorte d'amour, d'énergie incommensurable. Et ma conscience s'est diffractée en une infinité de petites particules. Et j'ai goûté, c'est très difficile à décrire, bien sûr, avec des mots, ce genre d'expérience, mais ça a été comme un shoot. On m'a ouvert une porte, et depuis, je suis rentré dans une sorte de quête assez intense, parce que pendant que les autres enfants jouaient en cours de récré, moi, j'ai été obsédé par les religions, dès l'âge de 7-8 ans, et entre l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, je passais la plupart de mon temps à essayer de comprendre les religions, les ressentir, comprendre leurs origines, les comparer. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de curiosité. Les religions et les spiritualités. Et en parallèle, et puis après ce travail sur les religions, je me suis plus orienté vers les diverses spiritualités, mais ça commençait plutôt par les religions au départ. Vous êtes un autodidacte. Ça veut dire comment est-ce que vous fonctionnez? Vous vous emparez d'un sujet et après vous le lâchez plus? Exactement. Et vous changez de sujet après? Je me suis formé moi-même à beaucoup de, on va dire, de style, de profession, je dirais même, parce que j'ai eu plusieurs casquettes. On va prendre le développement durable, c'est un sujet, j'ai consacré ma vie aujourd'hui professionnelle. Ça fait presque 18-19 ans que je travaille sur des sujets liés au développement durable. Et à la production d'énergie nouvelle. Alors, mais bien avant ça, je faisais de la sensibilisation, du conseil en développement durable pour les entreprises. J'ai travaillé pour la Commission européenne sur un programme sur le sud de la Méditerranée pour 12 pays. Et en fait, je suis devenu un spécialiste même pour l'extérieur sans avoir de diplôme. Tout simplement parce que j'étais très curieux et que je m'intéressais à tout, que je lisais tous les bouquins et que c'était une sorte de logique que j'avais intégrée. La musique, pareil, j'ai jamais eu de... Non, mais pour expliquer aux gens, aujourd'hui, vous produisez de l'énergie dans les oasis. Mais écoutez, en tout cas, je m'efforce à dessiner un nouveau monde dont on a besoin en utilisant les sciences actuelles et les technologies qu'on a de disponibles, effectivement, pour installer de la production d'énergie propre dans les déserts, mais aussi du dessalement d'eau et tout ce qui peut aller avec. Alors, cette fameuse mentalgie dont nous souffrons, qu'elle soit chronique ou aiguë, alors qu'est-ce que c'est que la mentalgie? Alors, la mentalgie, en fait... C'est un mot qui m'est venu. J'étais en conférence, j'ai donné un séminaire à Paris il y a exactement 1 an et quelques. Et puis ça fait des années que tout le monde me casse la tête avec le même problème. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à 90-95%, et j'en ai reçu des milliers des participants, des élèves qui sont venus à mes conférences et à mes séminaires, je me suis rendu compte que tout le monde souffrait de la même chose.
en essayant de le décrire avec des mots différents, mais au fond, c'était le... Les symptômes ne sont pas les mêmes, mais en gros, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis à un moment, je leur ai dit en rigolant, parce qu'on me pose tout le temps la même question, pendant le séminaire, je dis, voilà, vous commencez à m'embêter un petit peu, vous me faites chier un peu, on va lui donner un nom à ce truc. C'est la mentalgie. Voilà, ça m'est venu comme ça. Je lui ai dit, tiens, on va mettre un mot dessus, parce que la science moderne et la médecine moderne ne veut pas mettre de nom. On donne des noms à des maladies, on va dire psychiatriques, qui sont du coup beaucoup plus complexes, et c'est même plus des maladies, c'est vraiment un désordre chimique dans le cerveau. Donc on va parler de schizophrénie, de bipolarité, etc. Mais pour ce petit mot qui nous touche, nous, êtres humains normal tous les jours, avec un mental qui ne s'arrête pas, avec une pensée par seconde, ben on ne veut pas lui donner un nom à ce problème-là. Et on en souffre, on est là, ben j'ai mal à la tête. C'est la rumination en fait, la mentalgie. Complètement, c'est une rumination de la pensée, c'est un mental qui est surpuissant, incessant, indomptable. Voilà, c'est ça la mentalgie. C'est de ne pas avoir la connaissance et les outils pour apaiser son mental. C'est d'être complètement esclave du mental. C'est ça la mentalgie. Quelqu'un qui, on va dire, a le bon médicament pour guérir la mentalgie, ben c'est quelqu'un qui va savoir relaxer son corps, observer sa pensée, jusqu'à que les pensées se dissipent et ne plus souffrir de ces mots-là. Juste expérimenter une vie tranquille, tout simplement. C'est-à-dire, je fais la vaisselle, ben je peux très bien essuyer mon assiette, tout en étant calme et avec un mental apaisé. Je ne suis pas obligé d'être dans des tourbillons incessants, avec tout qui se répète à l'infini dans ma tête. Ceci dit, la vaisselle et le rangement, c'est des bons outils pour s'apaiser. En général, une envie propre de rangement et de vaisselle. Oui, c'est souvent... mais souvent, même en faisant ces exercices, marcher, faire la vaisselle, faire du sport, la plupart des gens n'arrivent pas à calmer le mental. Avant de dormir, en dormant, ça ne s'arrête pas. Le mental reste très excité malgré le sommeil, et voilà, c'est une souffrance globalisée aujourd'hui, et on ne veut pas la nommer, on ne veut pas l'expliquer. Bon, dans le yoga on l'explique depuis longtemps parce qu'on n'a rien inventé, mais dans la civilisation moderne on ne veut pas la nommer. Donc ce que vous donnez aux gens, ce sont des outils pour appuyer sur pause. Exactement, c'est même pas mettre, il n'y a pas vraiment de pause, le pause n'existe pas. Tant que le cerveau est vivant, tant que le cœur est vivant, tant qu'il y a de la vie en vous, ça ne peut pas s'arrêter, ça peut juste diminuer. Ça peut s'atténuer, mais ça ne peut pas s'arrêter complètement. Même en mort clinique, on décèle encore des pulsions électriques dans le cerveau. Alors tout à l'heure, on a appris un nouveau mot, la mentalgie. Moundir Sniber est notre invité. Vous êtes là pour nous parler de votre premier livre. Montrez-le à la caméra. Le chemin chez Guy Trédaniel. En plus, elle a une belle couverture, hein, franchement. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Non, mais ça va, normal. Normal, ouais, il faut faire un peu de pub quand même. Bon. Vous êtes l'invité que j'attends depuis le plus longtemps de cette année. Vous voyez. Non, voilà. Mais le désir vient du manque, en fait. Hein. C'est parce que vous êtes rare que... Exactement. Je sais pas que je me fais rare, c'est juste que j'habite un peu plus loin. Donc, oui, voilà. Mais j'ai beaucoup d'élèves aujourd'hui, de followers, comme on dit dans un langage moderne, en France. Et j'ai vraiment toujours un accueil extraordinaire, et je vais essayer de venir beaucoup plus souvent les années qui vont venir. Mais c'est marrant, vous voyez, ce mot follower, ça ne va pas du tout avec ce qu'il y a dans votre livre. Exact, c'est le mot moderne, hein, c'est juste pour parce que vous, justement, vous êtes pour un temps ralenti, voilà, vous êtes pour... Après, il faut s'adapter au discours actuel, donc j'ai pas de souci, et c'est ce que je fais en utilisant les réseaux sociaux aussi. C'est un moyen de diffusion de la connaissance que j'utilise à bon escient. Bien, alors je ne sais pas si on voit votre livre d'ailleurs à la caméra, parce que là peut-être, voilà, faut le monter si vous voulez qu'on voit la belle couverture. Donc on disait tout à l'heure... que vous alliez donner un exemple. Un exemple magique. Donc on disait, en fait, je disais que le mental, on ne peut pas vraiment mettre pause. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler à tous. Imaginez-vous que vous êtes devant une télé, là comme devant mon livre, et que l'écran est pile en face de votre nez. C'est un 42 pouces, donc c'est assez grand. Hein. Et puis le son à fond, hein, l'image en mode sport, là, on voit plus rien. On voit que la télé et le son, donc on est dérangé, on voit pas tout ce qui se passe dans la pièce. Puis on a le choix, en fait, juste d'éloigner un petit peu la télé. Plus la télé s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose avec le mental. Plus on a conscience, bah tiens, il y a Philippe dans cette pièce, salut, ça va bien. Il y a aussi le technicien. Solal. Voilà, Solal, il est là aussi. Donc on commence à voir autre chose. On se dit, le monde, c'est pas que ça, hein, c'est pas que cette image. Et plus la télé va s'éloigner, plus on va avoir, on va dire, de la facilité à expérimenter autre chose. Ça ne veut pas dire que la télé n'existe plus. Ça veut dire juste que son image et son son s'atténuent. C'est ça la méditation. C'est pas d'arrêter le mental. C'est juste de lui donner, de créer de la distance entre lui et vous, pour que vous puissiez vivre les autres expériences de la vie de façon plus sereine et plus tranquille. Voilà, c'était ça mon exemple.
Mais pour méditer, et beaucoup de gens qui ont du mal à méditer, c'est des gens qui n'arrivent pas justement à arrêter ces pensées qui ruminent. Donc ils commencent à se mettre en état de méditation et puis ils se mettent à penser à autre chose. Donc finalement leur esprit part... C'est même pas ça, c'est que quand ils s'arrêtent, ils prennent conscience de leur réel état. Et ça fait peur pour la plupart, parce que c'est un état qu'ils ne veulent pas accepter, c'est un état latent. Et donc dès qu'ils s'assoient, ils ont l'impression que le mental est encore beaucoup plus bruyant, beaucoup plus fort, alors qu'il est juste tel qu'il est. Et c'est pour ça que la plupart se découragent. Parce qu'ils se disent, oh là là, dès que je m'assois, c'est 100 fois pire. C'est cauchemardesque presque. J'ai des pensées qui ne s'arrêtent pas, c'est fort, c'est terrible, et il y a un découragement immédiat. Parce qu'il y a un manque de connaissance des processus du mental. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que les processus du mental, les mécanismes du mental, ont un modèle opératoire qui est clair. Il faut juste le comprendre, l'appréhender, pour savoir naviguer à l'intérieur. Alors c'est quoi le modèle ? Ah ben je peux pas tout vous donner ici parce que je vais. Mais non, mais on est entre nous, je le répéterai pas. Oui. C'est vrai, on est entre nous à Beurre FM, c'est vrai, il y a que la famille. Il y a que la famille. Vous pouvez y aller, vous pouvez partager le mode opératoire. Alors, un des modèles opératoires les plus, on va dire, poignants, c'est le passage du passé vers le futur et jamais le présent. On va se rendre compte que le mental va digresser d'une pensée par seconde, soit à un événement passé, soit à une projection future. Donc, par exemple, je vais être assis en train de parler avec vous, mais en même temps, dans ma tête, je dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Elle m'a quand même fait chier, cette personne-là. Hein. Je lui pardonne pas quand même. Et puis, juste après, hop, et demain, il ne faut pas que j'oublie quand même, je dois passer à ma mère. Mais si je rate le métro de 8h10 à la ligne 1, je ne vais pas arriver à 8h30. Et tout ça, ça s'est passé en 3 secondes. Et de façon constante, ce mental, mais aussi avec une fonction digressive, c'est-à-dire sans aucune logique, va tout simplement passer du passé au futur, du futur au passé, du passé au passé, du passé au futur, et jamais dans le moment présent. Parce que lui, son cauchemar, c'est le moment présent. Dès que vous fixez votre attention sur le moment présent, le mental, il n'aime plus ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le malin encore plus. Il va commencer à sautiller plus, à faire plus de bruit, parce que dès que vous vous mettez dans le moment présent, c'est l'annihilation en fait de son existence pendant un moment, parce que vous goûtez juste à ce que vous faites. Et le mental n'a plus d'utilité. Mais c'est intéressant finalement de se dire, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Exactement, la pleine conscience, c'est ça. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué en même temps. C'est d'être concentré sur c'est très compliqué, voilà, de vivre et de pouvoir justement être au moment présent. Exactement. C'est-à-dire, si je prends pour un peu que nos auditeurs se donnent une échelle, on va dire une conscience assez basique, c'est-à-dire je marche par exemple dans la rue, et pendant que je marche, je suis en train de penser à tous mes problèmes, et ça tout le monde connaît, on marche et puis on oublie un peu. On a tellement de pensées qu'on a même oublié à quoi on pensait. Donc là on est vraiment dans la conscience la plus basse. Un point au-dessus, ça serait pendant que je marche, je vais sentir mes chevilles, je vais sentir mes talons, je vais sentir le genou qui se plie, qui se déplie, je vais sentir le mouvement des hanches, mais tout ça en même temps. Je vais sentir un peu le souffle, la respiration, le rythme respiratoire. Pour ceux qui veulent un peu plus loin, peut-être que je vais sentir mon rythme cardiaque. Là, je suis dans une conscience un peu plus élevée. Mais si on veut monter dans les échelles de conscience, en fait, elle n'a pas de limite. Parce que techniquement, rien ne nous empêche de penser qu'on pourrait être conscient de tout ce qui se passe dans notre corps. Et durant juste un pas et l'autre, il se passe des milliards de choses dans le corps. Entre les fonctions des cellules, le sang, on peut aller jusqu'au niveau atomique. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et puis après, comme on le sait au niveau quantique, qu'on est lié quelque part à tout l'univers, la conscience ultime, ça serait un peu cette conscience universelle d'être conscient de tout ce qui se passe de l'univers en même temps. Mais là, on serait vraiment dans l'extrême de l'extrême. Donc, c'est juste pour donner une échelle, en fait, de la conscience. Bien sûr, nous, on est dans les échelles basses de la conscience. On se bat juste pour être concentré sur ce qu'on fait, ce qui est déjà excellent. Hein. C'est déjà... Rien que d'être dans sa marche, déjà, c'est quelque chose Mais quand on magnifique. parle de conscience et qu'on... Voilà, si je vous dis, quelle est votre définition de la conscience ? Ça, c'est une question piège. Ah, c'est une question piège, mais en même temps, j'y ai consacré le premier chapitre de mon livre. Qu'est-ce que la conscience ? Et en fait, la conscience, pour moi, si je vais essayer de la définir simplement, c'est un peu l'âme de l'univers, quelque part. Hein. C'est ce qui est sous-jacent à la création. C'est un peu si vous voulez, cette conscience qui permet aux lois de l'univers de se déployer. Ces lois, on les observe scientifiquement. On sait que si on enlevait juste un petit zéro
après un 10 millième d'une virgule de n'importe laquelle des constantes, l'univers ne tiendrait plus. Donc il y a une forme d'intelligence, il y a une forme d'orchestration qui est extraordinaire. Et dans tout ce ballet cosmique que j'observe depuis mon enfance, je vois que la conscience, elle évolue. Elle évolue, on prend notre cas juste sur Terre, parce qu'on ne connaît pas malheureusement beaucoup d'autres choses. On est passé quand même d'une conscience avec des fonctions hyper limitées, qui était la première forme de vie monocellulaire, une bactérie, qui avait pour fonction juste de transformer du CO2 en oxygène. Donc voilà, c'était ça l'interface, on va dire, de la vie. Et ça a donné lieu, en 3 milliards d'années, à des centaines de millions d'espèces qui expérimentent la vie avec une conscience différente. Donc ce que j'observe, c'est une évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'on passe d'une conscience limitée, de la vie, avec une fonction de vie, à, si vous voulez, une arborescence de conscience qui évolue dans le temps. Conscience pleine ou pleine conscience ? Alors, les deux. Conscience pleine pour arriver à la pleine conscience. Alors, ce sont des notions que vous définissez, mais effectivement, ce sont aussi des questions qu'on vous a posées. Exactement, bien sûr, tout à fait. En fait, moi, je réponds, si vous voulez, au questionnement de mes élèves, bien sûr. Quand on parle de conscience pleine, ça veut dire qu'il existerait une conscience vide. En fait, elle est vide et elle est pleine en même temps. C'est ça, c'est ça si vous voulez, la dichotomie et je veux dire, le mystère dans cette création, c'est qu'en même temps, le vide est plein. Et même scientifiquement, on se rend compte que peut-être que le vide, c'est lumineux en fait, au fin fond du vide. C'est que des particules de lumière, juste qu'on ne voit pas. Et en fait, c'est cette dichotomie entre le vide et le plein qui est très dur pour nous à comprendre. C'est comme la notion de l'infini. Dès qu'on pose l'infini comme problème à notre mental, il n'y a plus rien qui colle. Je veux dire, on n'arrive pas à s'imaginer qu'il n'y a pas eu de début et qu'il n'y a pas de fin. Parce que le mental ne fonctionne, ça c'est un autre de ses principes, que par la dualité. Il faut absolument caser. Donc ça commence par le début, la fin, petit, grand, mal, bien. C'est ce qui nous permet d'évoluer dans cette sphère d'incarnation de conscience ici sur Terre. Mais dans l'absolu, on a du mal à comprendre et même à ressentir l'infini. C'est très difficile. Et c'est là où la mystique, on va dire les mystiques, ont apporté un plus, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut aborder par la pensée, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir avec le cœur. On rentre dans les extases, les expériences spirituelles, et c'est on passe à une autre forme d'intelligence, une autre forme de perception. C'est pas de l'intelligence artificielle. Non, du tout. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Au contraire. On est dans l'intelligence de la vie. On parlait de mentalgie avec mon invité Mondir Zniber. Voilà, vous montrez votre livre. C'est bien, vous avez compris. J'ai compris maintenant. On parlait du mental tout à l'heure. Le mental fait un piètre maître, mais il est un bon serviteur. Oui, tout à fait. Vous avez une heure. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, en tant que maître, on se rend compte quand même que c'est un peu Isnogout qui prend la place du calife, et qui joue très mal le rôle du calife. Donc lui, il veut devenir maître, mais il n'en a pas les compétences. C'est ce qu'on voit un peu avec la politique en France, par exemple, juste pour faire le parallèle. Alors si vous êtes venu en France pour mettre le doigt sur des... Alors, donnez-moi un exemple. Non, mais c'est juste pour rigoler. On peut mettre un peu d'humour. Mais en fait, voilà, il est un piètre maître parce qu'il n'a pas les fonctions du maître. Donc c'est pas un maître intéressant, on va dire. Par contre, il est un outil qui est très intéressant. C'est quand le mental a donné lieu en fait à toutes les créations que l'être humain dans le domaine de la science, des technologies, voilà, il est très utile. Il est utile pour organiser sa journée, il est utile pour rationaliser certaines choses, mettre de l'ordre, il est utile. Alors comment vidanger son mental ? Alors la vidange, c'est comme la voiture, je veux dire, on comprend que la voiture, elle a besoin d'être vidangée. Voilà. Si on la vidange pas, qu'est-ce qui se passe ? Le moteur s'encrasse. C'est assez simple à comprendre. Donc je dis dans le livre que il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas conscience de l'hygiène buccale. Voilà, c'est quelque chose... il y a un siècle, même moins, il y a 50 ans, en Europe, les gens ne se lavaient pas les dents. Et donc avoir des dents sales et avoir une bouche avec une odeur assez, on va dire, forte, c'était normal. Putride. Voilà, putride, c'était quelque chose... Aujourd'hui... Tout le monde avait la même. Voilà, tout le monde avait la même. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'est pas lavé les dents depuis 2 ans, ça fait bizarre de rencontrer quelqu'un avec les dents. Non, mais c'est vrai, ça choque. Alors, je dis pour le mental, pourquoi est-ce que ça choque pas d'avoir quelqu'un qui n'a pas de l'hygiène mentale ?
c'est qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de conscience. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Je trouve qu'il est assez intéressant. C'est qu'aujourd'hui, quand on n'a pas conscience de l'hygiène mentale, on n'est pas choqué par un mental débordant, excessif, même négatif. C'est devenu la norme. Comme avant, c'était la norme d'avoir une bouche putride. Donc on a des cerveaux qui puent, on a des têtes qui puent, et puis tout le monde s'y accommode parce que voilà, on n'a pas conscience qu'on peut avoir une tête propre. La question, c'est de savoir comment vider les poubelles. Tout simplement, comme l'hygiène buccale, il faut consacrer du temps. L'hygiène mentale, tous les jours, il faut faire un petit peu. Il faut faire un peu de méditation, calmer un peu l'esprit, laisser les pensées se vidanger, donc ce que j'appelle moi les pensées poubelles dans mon langage. C'est-à-dire qu'il faut laisser le mental se vider et lui donner un peu d'espace, et avec un exercice quotidien, comme on le fait pour se brosser les dents. C'est une hygiène mentale. Et cette hygiène mentale, aujourd'hui, elle n'existe pas dans nos sociétés modernes. On ne nous l'apprend pas à l'école. Alors que ça serait la base. Vous savez, quelqu'un qui a une bonne hygiène mentale, qui a un mental serein, je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui cartonne, quel que soit son métier ou son domaine. Si c'est un entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va prendre des décisions beaucoup plus justes, qui va trancher beaucoup plus facilement dans les dossiers qu'il traite. Si c'est un politicien, ça va être quelqu'un qui va avoir plus de vision, plus de répondants, plus de compréhension. Si c'est un athlète, ça va être quelqu'un, on le voit très bien avec les athlètes. C'est très parlant, par exemple, dans le domaine du tennis. On voit la pression mentale et comment les joueurs gèrent leur mental. On voit à quel point c'est précis, à quel point juste une petite défaillance de concentration, elle peut coûter un match. Donc on va voir que dans tous les domaines de la vie, avoir un mental éclairé, un mental stable, un mental propre, c'est que du bonus, c'est du positif sur tous les cadrans d'une vie. Donc c'est essentiel. C'est juste qu'on n'en a pas conscience dans notre civilisation moderne, on ne l'a jamais expliqué, et c'est quelque chose auquel on n'a pas accordé d'importance, alors que je pense, de mon humble avis, que c'est l'hygiène la plus importante à avoir. Alors, cette hygiène quotidienne, mentale, elle consiste en quoi ? Tout simplement, comme je vous ai dit, c'est chaque jour donner du temps à observer son mental. Je ne vais pas vous livrer une technique particulière. En fait... Allez, non mais attends, moi, faut pas me dire je ne vais pas. D'accord, très bien. En fait, la plus simple, c'est une technique universelle qui existe depuis la nuit des temps, c'est la méditation silencieuse. C'est ne rien faire, en fait. C'est se donner un moment pour ne rien faire. Et ça, c'est le plus dur à faire. Dans un monde où on fait tout le temps, se donner un moment où on ne fait plus rien, c'est très compliqué. On n'y arrive pas. Et donc, quel que soit votre, on va dire, penchant, que ce soit le yoga ou le bouddhisme ou certaines religions, on va retrouver que la pratique silencieuse, elle est acceptée par toutes les traditions, toutes les religions, et elle est centrale. Parce qu'on n'est plus dans de la projection, on n'est plus dans le désir de vouloir quelque chose ou de projeter quelque chose, on est juste dans l'observation de ce qui se passe. Et en fait, quand on observe ce qui se passe, la vidange s'enclenche. Le mental, il commence à vomir un petit peu. Il vomit de toute la pression qu'il a reçue et on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on commence à voir à 360 degrés ce qui nous entoure, alors que quand on est dans le faire, on ne peut pas voir. Parce qu'on est dans l'action et le mental tourne en même temps. Alors, observer, vous dites son environnement, mais s'observer soi-même, comment on fait pour se connaître mieux, alors que finalement, on devrait bien se connaître ? Finalement, non, on se connaît très très mal. Mais comment vous expliquez ça ? Alors on vit avec soi depuis des années et on se connaît mal ? On se connaît mal parce que la civilisation moderne a donné beaucoup plus d'importance au développement de la vie matérielle et de la science qui traite la matière, et donc du confort, de la technologie, etc. Beaucoup plus qu'à la connaissance de soi. Là où d'autres traditions plus anciennes accordaient beaucoup plus d'importance à la connaissance de soi, à la prière, aux pratiques, on va dire, spirituelles, etc. Aujourd'hui, elles n'ont plus leur place. Et du coup, la connaissance de soi, elle a vachement diminué parce qu'on passe plus de temps avec nous-mêmes. Se connaître soi-même, c'est passer du temps avec soi-même. C'est apprendre comment on fonctionne, comment notre mental il fonctionne, comment le monde des rêves opère, par exemple, comment le corps aussi fonctionne. Il n'y a plus personne qui ressent son corps aujourd'hui. Alors justement, pour décoder son mental, comment on fait pour apprendre comment notre mental fonctionne ? Déjà, il faut ce que j'amène moi à travers mes workshops et le livre, c'est un peu plus de lumière. Il faut avoir de la connaissance. Si on n'a pas de connaissance, c'est dur. Une fois qu'on a de la connaissance et que, on va dire intellectuellement, on a plus ou moins compris que ça marchait d'une telle façon, il faut passer du temps à l'observer et à créer de la distance avec lui. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que depuis un certain Monsieur Descartes est passé par la France, il y a eu un changement de paradigme dans l'identification de l'être humain à une partie de lui qui est le mental.
Et donc depuis le fameux « je pense donc je suis », quelque part il y a une tangente, une direction qui a été donnée, une identification aujourd'hui qui est presque totale de l'être humain à son mental. Et donc si vous posez la question à n'importe qui dans la rue et que vous creusez un peu avec lui, vous allez trouver qu'il s'identifie à 100% à ses pensées. Quand ses pensées sont négatives, lui-même ne va pas bien, il tend vers des pulsions négatives. Quand le mental est positif, il est plus joyeux. Et en fait, tout est accordé au mental. Son identité propre est celle du mental. Et c'est là où ça ne va pas, parce le mental, c'est une partie de nous. On est beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est je pense, donc je mange, je pense, donc je bouge. On peut mettre plein on peut conjuguer avec plein de choses différentes. On est beaucoup de choses, beaucoup plus que notre mental en tout cas. Et du coup, dès qu'on crée de l'espace, dès qu'on va créer de la distance avec le mental, on va se rendre compte qu'on est plein d'autres choses. Et que ce mental, c'est juste une partie. Et c'est là où le mental devient, comme je le dis dans le livre, un serviteur et plus un maître. Vous dites que le mental nous amène à des perceptions illusoires. C'est-à-dire, on se raconte des histoires sur soi-même? Ah oui, le mental, il fait que raconter des histoires. C'est le pro. Alors lui, c'est le plus ancien des raconteurs d'histoires. Il a démarré avec l'apparition de l'Homo sapiens. D'ailleurs, si l'Homo sapiens s'est différencié de l'homme de Néandertal, c'est sûrement qu'il se racontait mieux les histoires et qu'il a cru dans ces histoires. Donc on est le mental humain est le champion des raconteurs d'histoires. Et il s'arrête jamais. Et puis c'est un très mauvais raconteur parce que souvent ce sont des pensées obsessionnelles qui se répètent. Donc c'est les mêmes histoires qu'il répète depuis votre enfance. Les pensées automatiques. C'est les pensées automatiques. Donc lui, c'est un pro de la répétition. C'est-à-dire que vous avez une pensée qui se cristallise sur vous, et puis cette pensée, il vous la répète tout le long de votre vie, à fréquence régulière, sans que vous vous en rendiez compte. Et là, on rentre dans tous ceux qui s'intéressent à la psychanalyse et la psychologie, on rentre dans l'inconscient. Moi, je suis plutôt fréquence cérébrale. Voilà, dans les fréquences cérébrales, je suis beaucoup plus. Bien sûr. Mais c'est passionnant, les fréquences cérébrales. Ah, c'est passionnant. Mais j'en parle aussi dans le livre, bien sûr. On se rend compte qu'un mental qui est très actif, on mesure qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et il n'est pas dans le θ ou le delta, ça c'est clair. Il y a combien de fréquences cérébrales qu'on a identifiées aujourd'hui? Alors, jusqu'à il y a 5-6 ans, je dirais, alors j'ai plus la date précise, il y en avait 4, et puis on en a découvert 3-4 autres. Aujourd'hui, dont je parle très rapidement dans le livre, mais je donne un workshop là-dessus, avec des fonctions juste incroyables. Un workshop, c'est un atelier, c'est une journée de conférence. Non, moi, ça me passionne ces histoires de... Là, on est en mode quoi, tiens, par exemple? On est sur quelle fréquence là? Alors là, on est en bêta. On est comme quand on regarde la télé, c'est-à-dire qu'on est concentré sur une discussion, sur un sujet. On est un peu relaxé, on ne bouge pas trop, on n'est pas trop actif, et on est concentré sur ce qu'on dit. C'est comme quand on voit la télé, on a une discussion. Donc, c'est la longueur d'onde qui est juste au-dessus de celle de θ. Et puis juste après... Alors θ, c'est quoi? θ, en fait, c'est juste le moment où on bascule dans le sommeil. Ça, c'est avant de s'endormir, c'est ça? C'est avant de s'endormir. Voilà. Alors, moi, je donne un exemple qui peut être parlant pour tous nos auditeurs. C'est juste le moment où on a ce soupir juste avant de dormir, on fait... Et on bascule dans le sommeil. Et ce moment de bascule, c'est le moment où on rentre dans θ. Et la méditation, l'exercice de méditation, c'est d'arriver à ce moment-là de bascule, mais de rester réveillé. C'est d'endormir le corps tout en gardant la conscience éveillée. Et là, ça devient très intéressant. Ça, c'est une question d'entraînement. Tout est une question d'entraînement. Les grands méditateurs y arrivent. Sans être grand méditateur, très rapidement, on peut y arriver, je vous assure. Parlez des nœuds. Comment est-ce qu'on se défait de son sac de nœuds? Et qu'est-ce que vous appelez-vous des nœuds? Voilà, je donne des noms un peu qui parlent à tout le monde pour simplifier. J'ai un rôle de vulgarisation et de simplification. Vous êtes un simplexificateur. Exactement, un simplexificateur, pas un crucificateur. Non, je rigole. Donc les nœuds, en fait, c'est tout ce qu'on ramasse. Donc j'ai appelé ça les nœuds parce que les nœuds, ça parle. On sait comment on fait un nœud et on sait comment on le dénoue. C'est-à-dire, quand on était petit, on s'est tous cassé la tête avec notre sac de fils, d'écouteurs, de machin, essayer d'enlever les nœuds. Donc ça nous parle un peu, les nœuds. On sait que ça prend du temps à dénouer. Et du coup, en fait, depuis notre naissance, ce que j'explique, c'est que notre interface avec la vie, elle est établie par nos 5 sens. C'est nos 5 sens qui, quelque part, sont notre filtre avec le réel. Donc le toucher, la vue, etc. Et puis l'interférence entre ces sens vont créer des nœuds.
au fur et à mesure. Ces nœuds-là, une fois qu'on les ramasse avec l'âge, l'enfant, typiquement, si vous prenez un bébé de 6 mois, vous le mettez en face du miroir, il n'a aucune idée que c'est lui. Il n'y a pas encore assez de nœuds qui se sont cristallisés. Il commence à peine, il est débutant à ramasser les nœuds. Et puis, à force de le gronder, de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est grand, ça c'est petit, toi tu es comme ça, au bout d'un moment, il commence à avoir une conscience de son image, une conscience de lui. C'est-à-dire, c'est les nœuds qui se ramassent. Et puis, on va arriver à l'âge adulte, au paroxysme, quand on ramasse tout notre sac de nœuds, c'est ce qu'on va appeler notre identité. C'est ce qu'on va appeler je, moi. Parce qu'on fait référence à ce sac de nœuds. Et on voit aussi dans le processus naturel, sans parler de spiritualité, on va voir que souvent les personnes âgées reviennent à l'enfance, reviennent à une conscience innocente de l'enfance, pour certains, pas pour tous. Et c'est un peu ce travail de enlever les nœuds, de retirer les nœuds. Il y a ceux qui deviennent sans filtre. Ah oui, il y a ceux aussi, bien sûr. Et donc, ce que j'explique, c'est que quelque part, la conscience et le travail spirituel, pragmatique et pratique, c'est d'avoir conscience des nœuds et d'accepter de les dénouer. D'accepter de se désidentifier de ce jeu, de cette identité qu'on a construit de tous ces nœuds. Donc ces nœuds, c'est les traumatismes, c'est les souffrances, c'est les blocages, c'est les fausses croyances. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans ce sac. Vous, par exemple, sur les croyances, vous dites qu'il faut se débarrasser de toutes ces croyances, sans exception, les bonnes et les mauvaises. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les croyances sont une forme de filtre qui déforme notre perception du réel, parce qu'elle prend une couleur, elle prend... Mais c'est structurant. C'est structurant à un certain moment, oui, pour avancer, mais quand on est en quête de vérité, on a plutôt, on va dire, le désir d'être le plus neutre possible, et de ne pas être influencé par une croyance, une tradition, ou une vision du monde qui a cristallisé dans le temps. Donc, je pense qu'il est essentiel aussi de se délivrer de toutes les croyances qui ont été mises à l'intérieur de nous malgré nous, parce qu'elles ne sont pas là. Oui, ça c'est les parents, la société, les religions. C'est le système, les religions, l'éducation, l'école, les amis, c'est tout. Et en fait, pour revenir à cette conscience, si vous voulez, neutre et pure de soi-même, il est plus intéressant de se débarrasser de ces croyances-là. Alors c'est le chemin d'une vie ou même de plusieurs vies. Oui, bien sûr. C'est déjà, mais c'est juste cette conscience-là, de petit à petit se libérer. On parle du livre. Moi, j'avais une fausse croyance, par exemple, que je ne pouvais pas écrire un livre que si je m'isolais 1 an et que j'arrêtais toute activité. C'est une croyance, par exemple. Parce que j'ai toujours eu cette idée de l'écrivain qui est dans la montagne, qui ne parle plus à personne, qui s'isole pour écrire. Qui prend une année sabbatique en Provence. Voilà, exactement. Donc c'est une fausse croyance. C'est une croyance. Et puis, à un moment, j'en ai eu marre. Je ne vais pas traîner dessus parce que c'est une longue histoire. Et je me suis dit, écoute, tu n'as qu'à l'écrire à la maison, sans l'aide de personne, et tu vas y arriver. Et j'ai fait sauter ce verrou de cette fausse croyance-là. Et puis, j'ai réussi à écrire le livre en un peu plus d'1 mois, tout en gardant mes 8 heures de travail par jour dans mon entreprise. Donc, et j'ai écrit 4-5 heures par jour. Et donc, c'est une fausse croyance pour moi qui a sauté. Et alors, c'est marrant parce que dans votre livre, vous n'utilisez jamais le terme de croyance limitante que tout le monde utilise. Oui. J'ai pas envie de limiter les auditeurs. J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous ne voulez pas vous inscrire dans le flow. Oui, disons que c'est pas ma volonté, puis je préfère parler... Non, mais vous n'utilisez pas, c'est parce que c'est une expression aujourd'hui qui est communément utilisée, de croyances limitantes. Et puis en même temps, le langage que j'utilise aussi, il vient beaucoup de mon intuition et de mon interaction avec mes élèves, parce que c'est très décontracté, ça vient tout seul, et avec beaucoup d'humour et de simplicité. J'essaie juste de transmettre, si vous voulez, les consciences auxquelles je suis arrivé avec beaucoup d'amitié. On aurait pu faire 2 heures, voire même... Oui, on pourra faire plus. 3. Vous réécouterez l'émission en podcast sur les plateformes qui reprennent d'ailleurs l'émission sur beurrefm.net, et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous venez de publier Moundir. Voilà, n'hésitez pas à le trouver, l'acheter. Il est disponible en France et dans tous les pays, dans les dom-toms et en Europe. Chez Guy Trédaniel. Voilà. Éditeur de génie. Je l'aime beaucoup et on va de génie. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est vraiment une figure de ce milieu. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir prêté vos oreilles et très belle journée santé sur Beurre FM.